Cette question du gros mot de la transformation de l'offre médico-sociale, qui a été nommée ainsi dans la circulaire de 2017, s'inscrit comme une réinterrogation affirmée et amplifiée du fonctionnement des établissements et services médico-sociaux pour permettre d'interroger en quoi justement ce secteur dit spécialisé contribue à l'inclusion, à une citoyenneté des personnes. Et d'ailleurs, ce terme d'inclusion, de plus en plus de personnes en situation de handicap expriment leur ras-le-bol de ce terme d'adjectif inclusif, école inclusif, habitat inclusif, emploi aussi plus vers l'inclusion, en se disant non, c'est la citoyenneté, on a une place, on devrait avoir une place à l'école, une place dans l'entreprise, dans le secteur professionnel, dans tout choix d'hébergement, d'habitat. Donc c'est d'abord la question de la citoyenneté, des droits des personnes, en quoi ces droits sont respectés ou non. Et aujourd'hui, si on ajoute cet adjectif inclusif, c'est bien parce qu'on n'y est pas quelque part aussi, quoi. Donc c'est cette visée, comment on y concourt, comment vous aussi vous pouvez apporter cette contribution, tant en accompagnant les personnes qui sont aujourd'hui suivis par vos services, mais également, comme ça l'a été dit, comment aussi agir auprès des acteurs de la cité. Alors pour nos propos, qui sont aujourd'hui d'interroger les SAVS qui ont été définis par le décret de 2005, en 2005, avec les lunettes de l'époque, voilà comment étaient définis les SAVS ainsi que les SAMSA, dans le même décret d'un fonctionnement. On était bien avec des services, avec des équipes pluridisciplinaires qui accompagnaient la réalisation des projets de vie des personnes. Donc avec ces notions d'aspiration, de souhait, de vie des personnes, avec cette notion d'inscription de liens sociaux, quelles que soient les dimensions, mais également aussi un rôle joué par ces professionnels dans l'accès aux différents services. La notion aussi d'une temporalité, le SAVS était là sur un temps pour passer les relais, mettre en place justement les acteurs nécessaires pour soutenir, si besoin, la personne concernée. Ce décret mentionnait déjà un certain nombre de prestations. La notion de prestation était déjà nommée dans la loi 2002, évaluation de la qualité, le choix de prestations adaptées. Et vous voyez, le décret de 2005 aussi renommait cette notion de prestation. Était nommée à ce moment-là l'évaluation, l'identification des aides à mettre en œuvre, via notamment des informations éclairées pour permettre à la personne de choisir aussi ses aides, se positionner. Cette notion de coordination, elle était déjà nommée dans le décret de 2005, chose qu'on va réinterroger aujourd'hui avec nos lunettes d'aujourd'hui et cette notion de coordination qui s'est davantage étayée avec de la professionnalisation, des diplômes, des diplômes universitaires. Je pense à l'UBO par exemple qui a un DU, mais on voit bien que c'était déjà existant sur d'autres territoires. Et puis des offres d'emploi, de métiers, de coordinateurs de parcours. Donc comment aujourd'hui cette notion de coordination qui était posée là en 2005 dans les missions des SAVS aujourd'hui se revisite, se re-questionne au regard du contexte qui a évolué. Mais c'était également dans les prestations attendues d'un SAVS, cette notion de portée assistance, accompagnement ou aide dans la vie, des actes de la vie quotidienne, mais également sur les différentes activités, participation de la personne. Ou encore cette notion d'appui, d'accompagnement qui favorise donc cette insertion, qu'elle soit professionnelle, de formation et dans les différentes dimensions en fait des rôles sociaux de la personne. Donc là, notre enjeu aujourd'hui, c'est bien de pouvoir se demander, à partir de la lecture que nous avons du contexte des politiques publiques, des pratiques et des demandes, comme Mathilde l'introduisait, que l'arrivée de publics plus jeunes ou l'évolution aussi des attentes des personnes amène à re-questionner les réponses aujourd'hui mises en place par vos services. Et c'est comment on prend en compte tous ces éléments pour pouvoir faire évoluer, adapter les réponses, à la fois l'organisation elle-même, cette question d'organisation sous forme de plateforme, de réinterroger les pratiques, de ne pas être forcément plus que autour de la personne, mais bien d'agir aussi auprès des environnements. Finalement, aujourd'hui, ce qui est attendu aussi des structures spécialisées que vous représentez, c'est tout ce transfert de compétences, d'expertise que vous avez
auprès du droit commun pour permettre à ces acteurs, que ce soit les entreprises, que ce soit les bailleurs sociaux, que ce soit les services d'aide à domicile, on le verra, il y a un témoignage aussi de ce rôle de SAVS d'appui ressources auprès de services d'aide à domicile, comment toute cette action, là aussi, en direction des acteurs du territoire, fait partie intégrante des missions, et c'est même celle qui est peut-être amenée à évoluer davantage. De quelle représentation sociale parlons-nous aujourd'hui? Donc là, on va balayer un peu ces points de repère. Aujourd'hui, ce qui fait tronc commun, c'est aussi le résultat de personnes, de mouvements de personnes qui ont souhaité aussi mettre en avant le respect des droits et le choix de la vie autonome. Dans ces différentes revendications, c'est d'une part le changement de modèle du handicap, avec le fait de ne pas avoir une lecture que médicale, mais bien d'avoir une lecture interactive qui croise à la fois les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. C'est dans un second temps aussi, dans ces nouvelles revendications, ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation. Ce qu'il y a derrière, c'est cet enjeu d'ouvrir les structures, de pouvoir justement favoriser la citoyenneté. Là où vous avez peut-être entendu ou lu des articles, les EHPAD, lieux de privation des droits, ce qui est ramené aussi dans les établissements médico-sociaux, cette lecture d'une privation des droits, c'est comment, justement, dans un collectif, on est quand même dans ces soucis d'approche, de personnalisation des interventions pour favoriser cette citoyenneté. Donc c'est ces éléments-là qu'on va partager. Et puis, autre élément, autre revendication aussi à l'œuvre, dans les valeurs, les représentations fortes du moment, c'est droit à l'autodétermination, à la vie autonome et pouvoir soutenir cette capacité à faire des choix. Donc, sur le modèle du handicap, je pense que c'est des choses que vous avez tous les uns les autres, mais peut-être justement se les repartager, puisque ça vient guider les travaux aussi de cette journée et puis les perspectives d'inscription de vos travaux dans les projets de service. Derrière le modèle du handicap, on va interroger justement quelles sont les lunettes que vous mettez, en fait, empruntées pour comprendre une situation et conduire vos évaluations de ces situations, et derrière, ce qui va vous guider aussi dans les réponses que vous allez proposer. Que l'on interroge la participation sociale, à la fois les rôles sociaux, le fait d'être salarié dans une entreprise, d'être collègue de travail, d'être voisin, citoyen, de ces différents rôles sociaux, ou encore de réaliser des activités courantes dans les habitudes de vie quotidiennes, que ce soit habiter, travailler, se déplacer. Quelles que soient ces situations, de pouvoir interroger finalement ce qui fait situation du handicap, ce qui fait que la personne peut être en difficulté pour participer, pour réaliser une tâche quelle qu'elle soit. Alors que l'on prenne le rôle d'être salarié ou stagiaire dans une entreprise, qu'est-ce qui fait qu'on est en difficulté? Et là, en fonction des lunettes que l'on emprunte, en fonction du modèle que l'on va avoir du handicap, est-ce qu'on a une lecture uniquement centrée sur les facteurs personnels, à la fois donc l'approche médicale? Est-ce que c'est le diagnostic qui va guider la compréhension? Donc, par exemple, ici, est-ce que ce jeune homme est en difficulté pour réaliser les tâches professionnelles qui lui sont demandées du fait de son diagnostic, d'un syndrome quel qu'il soit? Est-ce que ce sont aussi ces limitations fonctionnelles qui sont à l'origine de sa difficulté à réaliser la tâche qui lui est proposée? Par exemple, en difficulté fonctionnelle, des difficultés de compréhension et de raisonnement, les questions de l'évaluation fonctionnelle, qu'est-ce qu'elle a mis en lumière sur ces difficultés en termes d'interaction sociale, en termes de communication. Donc, est-ce que l'on est uniquement sur cette lecture-là, où on focalise avec ces lunettes donc la lecture sur la personne comme étant la source du problème, ou est-ce que l'on a une approche avec un modèle plus social, où on va interroger là les environnements en tant que tels, où c'est les obstacles dans l'environnement qui vont empêcher ou limiter la participation de la personne. Est-ce que, par exemple, les consignes sont accessibles? Est-ce que le poste de travail est accessible? Est-ce que la structure de loisirs ou sportive a une attitude, des consignes qui sont accessibles, bienveillantes
par rapport à la différence, donne une place à la personne ou laisse à l'écart. On avait des témoignages là de personnes qui accompagnaient des travailleurs d'ESAT sur l'après ESAT et donc des retraités d'ESAT qui travaillaient, s'étaient inscrits dans un club de jeux de cartes dans une maison de quartier. Certes, elles étaient inscrites, mais elles ne pouvaient pas participer dans les parties avec les autres personnes retraitées. Elles étaient à part. Donc c'est comment aussi on travaille pour que tous les lieux, et c'est en ça qu'on interroge, on déplace aussi les pratiques. Dans la lunette, ce n'est pas que l'évaluation, c'est aussi dans les pratiques, comment on agit pour que ces finalement structures de loisirs, sportives, emploi ou autres, changent aussi leurs attitudes pour favoriser et donner une pleine place. Alors on n'y est pas encore, mais voilà, les lignes bougent et c'est aussi ce qui est attendu aujourd'hui de la part des professionnels du secteur spécialisé. Alors c'est pas l'un ou l'autre des modèles, ils s'opposent pas, c'est bien l'enjeu, c'est bien d'avoir cette double lecture des situations et cette approche interactive qui va nous préoccuper tout au long de la journée pour penser les interventions. Avec cet enjeu de l'évaluation, il y a certes le recueil des attentes de la personne, mais par rapport à ces attentes, comment j'explique justement qu'elle soit en situation de handicap, c'est-à-dire que ses droits ne soient pas mis à l'œuvre. Pourquoi elle est à part, elle n'a pas sa pleine participation. Et de voir finalement dans les compétences personnelles et dans les facteurs environnementaux ce qui fait obstacle. Donc c'est tout cet enjeu-là qui est aussi à l'œuvre pour pouvoir penser les actions ciblées tant sur la personne que sur les environnements. Donc cette approche est traduite dans la classification internationale du fonctionnement, la CIF, qui a donné aussi qui a donné lieu à la définition du handicap retenue par la France, qui a posé pour la première fois cette définition dans la loi de 2005, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation. C'est bien cela qu'on va interroger. Cette question de restriction de participation et de fait de citoyenneté qui est interrogée, doit guider les actions en tant que telles. Cette classification se traduit notamment dans la partie activité et participation, avec différents domaines, que ce soit les apprentissages, la communication, la mobilité, l'entretien personnel, les relations, interactions avec autrui. Dans les grands domaines, on va retrouver l'emploi, le fait d'habiter. Cette classification a notamment donné lieu au GEVA, au volet 6 du GEVA pour l'évaluation, la participation et les activités, mais également la nomenclature et le langage séraphin qui aujourd'hui se diffuse pour justement faire langage commun et décrire ce que chacun fait, est aussi issu de cette classification. Autre modèle aussi de lecture du handicap, qui est aussi dans une approche écosystémique, c'est le modèle de développement humain, le processus de production du handicap, qui est pleinement inscrit dans cette interaction des facteurs personnels et des facteurs environnementaux, et donne l'intérêt aussi de ce modèle, c'est qu'il se décline avec des outils pratico-pratiques, type l'AMAVI, la mesure des habitudes de vie, un outil, une auto-évaluation que les personnes peuvent renseigner ou guider, en tout cas être renseignées, pour parler vraiment dans sa pratique du quotidien, dans ses rôles sociaux, ce qui est important et en quoi la personne est satisfaite ou non de son niveau de réalisation. On part bien de ce qu'amène la personne et ce qui est important et non pas d'une lecture a priori par le professionnel. C'est bien la personne qui guide à partir de ce qui est important pour elle et ce sur quoi on peut privilégier les types d'interventions. Autre élément aussi, point de repère dans ces représentations sociales qui évoluent aujourd'hui, donc cette approche inclusive dont on a déjà parlé, avec cet enjeu de amplifier et faire valoir la citoyenneté des personnes. Alors, référence là évidemment à la Convention internationale des droits qui, en 2006, et puis ratifiée par la France en 2010, met en avant la notion de libre choix, c'est vraiment ça qui est en avant, et de favoriser l'autonomie de chaque personne. Donc on en vient à ce libre choix, cette capacité à faire des choix, comment aussi, de fait, on accompagne par des apprentissages, cette possibilité de faire des choix. Et également, cette visée de soutenir la participation, et donc bien cette citoyenneté de chacun, et donc cette place dans la société.
Et c'est en cela où la rapporteuse des Nations Unies en 2017 avait pointé la France qu'elle ne respectait pas ses engagements, dans le sens où c'était encore exclusivement ou majoritairement des réponses spécialisées qui étaient apportées et peu d'actions sur les environnements en tant que tels. Ce qui fait que la société restait peu accessible et mettait toujours à l'écart et ne permettait pas ce développement de citoyenneté. Donc tout le retard aussi qui était sur comment la société, l'habitat, les employeurs deviennent plus accessibles. Donc tous les leviers aussi pour transférer, partager votre expertise pour permettre cette accessibilité. Un exemple concret qu'on discutait avec des collègues, des pairs à vous, exerçant aussi en SAVS, c'était dans leur mission de soutenir l'accès aux démarches administratives et de proposer d'avoir un poste informatique avec accès Internet sur leur site pour permettre l'apprentissage aux démarches administratives en ligne. Et dire, non, si on va jusqu'au bout de ce soutien à l'inclusion, il existe dans les environnements de proximité les structures labellisées France Service, dont c'est pleinement les missions. Est-ce que le rôle n'est pas plutôt d'accompagner les personnes que vous suivez vers ces structures labellisées France Service de proximité, quitte à former et transférer les compétences auprès des animateurs de ces accès aux démarches numériques pour que demain, une autre personne en situation de handicap intervienne, cet animateur puisse aussi être lui-même accessible et permettre la réponse à tout à chacun. Vous voyez comment on déplace cette question de l'intervention, c'est pas forcément penser. Vous avez bien repéré le besoin, la demande, et puis évaluer le besoin. Vous avez forcément cette expertise, mais plutôt que de le faire vous-même, c'est comment vous déplacer pour que demain, dans l'environnement de toutes ces personnes, petit à petit, chaque acteur devient plus accessible. Et finalement, de ne pas reproduire toutes les réponses en interne, mais de se dire, je mobilise les acteurs du territoire pour, dans un premier temps, finalement accompagner pour qu'ils montent aussi en compétence sur la compréhension et l'accessibilité de ses propres propos, pour que demain, toute personne en situation de handicap puisse finalement utiliser les services du droit commun. Donc c'est en ça où la question des lunettes et du modèle du handicap, l'interaction entre facteurs personnels et facteurs environnementaux vient aussi questionner les réponses que vous apportez. On n'est pas que sur l'évaluation, mais aussi sur les réponses. Par rapport à une situation, les obstacles rencontrés, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour faire évoluer les attitudes, les compétences des acteurs, les voisins, les collègues de travail. Ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le milieu dans la réforme des ESAT, avec les job coachs qui interviennent tant auprès de la personne, du travailleur, que du milieu du travail, pour faire évoluer, sensibiliser, à manager les postes. C'est également quels sont les aménagements ou encore aides techniques pour permettre à la personne de pouvoir agir par elle-même et moins dépendre d'un professionnel. Pour tout ce qui est planning, tout ce qui est séquençage de tâches, qu'elle gagne en indépendance pour pouvoir faire par elle-même avec des outils autres que des aides humaines. Dans les éléments de représentation, ce sont également donc l'autodétermination, cette notion de pouvoir d'agir et d'empowerment qui était pas forcément nommée quand on voyait à la lecture du décret des SAVS de 2005, qui aujourd'hui est répandu et un peu le leitmotiv de beaucoup de politiques publiques et qu'on retrouve aussi dans les recommandations de bonnes pratiques. Derrière ces notions, c'est vraiment cet enjeu de partir aussi sur la motivation des personnes comme levier aux apprentissages, puisque derrière, c'est bien cet enjeu de pouvoir développer la capacité à faire des choix, donc de permettre des mises en situation, des occasions qui permettent à la personne de mieux se connaître ses forces et ses fragilités, ses limites, ses compétences, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Donc on est bien aussi de pouvoir identifier les centres d'intérêt de la personne pour proposer des mises en situation qui vont être source d'apprentissage. Apprentissage de compétences, mais aussi apprentissage sur soi, sur ses moteurs, sur ses leviers. Donc il s'agit bien dans l'autodétermination de pouvoir développer les capacités de la personne via des situations, des apprentissages, mais également de favoriser des mises en situation. Donc comment l'environnement et les facteurs environnementaux, là de nouveau, contribuent
aux dimensions de l'autodétermination, qui ne sont pas que l'autodétermination, c'est pas que la capacité à faire des choix, c'est toutes ces dimensions qui concourent à développer l'autodétermination. S'assurer qu'au niveau de l'équipe, au niveau même de l'association, quel est le modèle que l'on a? Est-ce qu'on est dans un modèle plutôt de protection ou est-ce qu'on est plutôt dans un modèle d'apprentissage et de soutenir l'émancipation de la personne? Je pense à ça en reprenant les travaux de la thèse de Coralie Sarrazin, qui a recueilli les propos de professionnels, puisque son sujet portait comment développer l'autodétermination dans une organisation, dans un collectif, mettre en tension la dimension individuelle, la personnalisation des accompagnements et le collectif qui peut être justement contraindre certaines individualisations. Donc voilà, je vous dis juste aussi que, comme je disais, l'autodétermination aujourd'hui est présente et très prégnante dans les recommandations de bonnes pratiques, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 2005-2010. Aujourd'hui, les dernières recommandations concernant les personnes avec troubles de déficience intellectuelle, comme celle de la recommandation du polyhandicap de 2020, mettent en avant cet enjeu de développer l'autodétermination. C'est cette évolution des valeurs en tant que telle, où on pouvait avoir avant le professionnel qui était le sachant et qui amenait l'usager à un changement de vocable et de posture, le vocable étant aussi l'enveloppe derrière qui habille la posture et puis finalement la vision qu'on a et la représentation qu'on a des personnes et des pratiques, à cette notion de la personne, elle est l'actrice de son projet de vie, donc c'est elle qui amène ses priorités, ce qui est important pour elle, et ce vers ce qu'elle aimerait justement faire évoluer. Donc on en revient à la motivation, on en revient à l'autodétermination, et cet enjeu d'améliorer sa participation sociale, sa citoyenneté, et le professionnel qui va être facilitateur, qui part bien de ce qu'amène la personne pour faciliter sa mise en œuvre, que ce soit des besoins de santé, d'autonomie, de participation sociale. Donc on en vient bien là aussi à interroger les pratiques, les outils que vous mobilisez pour conduire ces évaluations. Que ce soit des évaluations fonctionnelles, quelles sont aujourd'hui les ressources que vous avez en interne pour réaliser ces évaluations, que ce soit des évaluations des bilans ergo, de bilans de d'autres compétences, quels sont là aussi tous vos outils que vous pouvez mobiliser pour comprendre la situation et identifier pourquoi il y a un blocage ou pas blocage, pourquoi la personne est en difficulté malgré un travail d'apprentissage pour réaliser, et de fait, ce qui va amener que vous sollicitez, vous passiez le relais à un service d'aide à domicile pour être dans la stimulation, pour faire à côté de la personne. Donc d'aller dans un niveau fin pour savoir où vous vous situez, vous et les partenaires à mobiliser. Donc ce modèle du handicap, il est à la fois pour l'évaluation, mais aussi pour penser les réponses à mobiliser, les prestations en tant que telles que vous mettez en œuvre ou qu'un partenaire met en œuvre. Tout l'importance, là aussi, dans les prestations, c'est pas forcément de la prestation auprès de la personne, et comme on l'a dit, c'est aussi les prestations auprès des acteurs eux-mêmes. Comment, reprenons l'exemple, j'accompagne la personne à utiliser les services de France Service pour les démarches administratives, et ma prestation va être aussi là d'accompagner, de former, sensibiliser l'animateur, le médiateur de cet espace. Comment je propose aussi un temps de sensibilisation, de formation aux auxiliaires de vie du service à domicile qui intervient auprès des personnes que j'accompagne. Et demain, je peux m'effacer en tant que professionnel SAVS, le relais est passé, et petit à petit, chacun de ces acteurs deviennent aussi plus accessibles dans leur pratique, dans leur posture. Donc on est bien à chaque fois de ces étapes à interroger le qui fait quoi de ces prestations. Vous êtes spécialiste, vous pourriez mettre en œuvre toutes les réponses. L'enjeu n'est pas là, il est bien de pouvoir, chaque fois que possible, penser le droit commun en première intention, quitte à être dans un premier temps en formation, en soutien, pour que demain, ils puissent le faire et soit accessible et vous permettre de vous effacer pour être au service de d'autres personnes. Ces différentes composantes de la qualité de vie sont reprises là aussi dans le référentiel d'évaluation de la qualité des interventions des établissements services sociaux et médico-sociaux qui a été publié là, cette année par la Haute Autorité de Santé. Donc ce sont aussi 4 valeurs qui viennent guider la lecture des pratiques des structures et établissements médico-sociaux et sociaux. Dans ces 4 valeurs, on a le pouvoir d'agir de la personne, le respect des droits,
l'approche inclusive. Et puis, quatrième dimension essentielle aussi, la réflexion éthique. Parce que, bien évidemment, en fonction des situations que vous accompagnez, cette question des paradoxes, des tensions, on a parlé de risques tout à l'heure, de contradictions aussi, de tensions entre ce que la personne veut et son entourage peut souhaiter aussi. Donc vous êtes amené aussi et êtes tiraillé donc entre ces différents éléments, donc pouvoir aussi avoir des espaces éthiques de réflexion au sein de vos structures, au sein de l'association. Ce sont les apports aussi du rapport Zéro sans solution, piloté par Denis Piveteau en 2014, qui ont conduit derrière la réponse accompagnée pour tous, et ensuite la circulaire de 2017, dite de transformation de l'offre. On est bien avec ce rapport point de départ de toute cette dynamique qui est aujourd'hui à l'œuvre, ce rapport qui met en avant l'enjeu de ne plus parler de place, mais parler de besoin, qu'une personne, en fonction de ce qu'elle amène, de sa situation, de ce qu'elle exprime, l'auto-évaluation, ce qu'elle va amener sur ce qui est important pour elle et qu'elle est en difficulté de réaliser, va guider cette évaluation qui permet d'identifier des besoins. Il s'agit de répondre à des besoins, comme on l'a vu tout à l'heure, vous ne répondez pas à tous les besoins, puisque l'enjeu c'est bien de mobiliser le droit commun chaque fois que possible. Donc à quel besoin vous êtes finalement nécessaire et que le principe de subsidiarité, c'est-à-dire le droit commun en première intention, doit toujours être vérifié. Donc on sort de cette logique de place pour être plus sur une logique de réponse modulaire, territoriale, en proximité. Donc cette notion de territoire qui a été aussi amenée en introduction de la journée, l'ancrage territorial, elle a aujourd'hui prend d'autant plus d'importance puisqu'il y a cet enjeu de bien connaître les ressources du territoire, de les accompagner en tant que de besoin pour qu'ils les rendent plus accessibles aussi. Donc on ne se pense plus comme un service, mais bien de travailler avec les acteurs du territoire. C'est une offre diversifiée, la notion de palette aussi de réponse, avec ou sans hébergement, temps partiel, temps séquentiel, temporaire, également avec dans un fonctionnement modulaire, ce qui amène la généralisation du fonctionnement en dispositif plateforme, que l'on voit aussi se développer tant dans le secteur enfant, qui va prendre le nom plutôt de dispositif, et dans le secteur adulte, et sous forme de plateforme de services. Cette circulaire de 2017, du fait de cette offre modulaire avec les acteurs de territoire, amène justement cet enjeu de coopération renforcée pour pouvoir justement être cohérent dans les interventions. Nous étions dans cette logique de on forme et on place ensuite. Il y avait des prérequis à acquérir avant d'accéder à une autre étape. Et la logique aujourd'hui, elle est plus de on place, on forme et on accompagne. En lien avec la notion de la stratégie qui est aujourd'hui plus à l'œuvre, de place and trends, qui est mobilisée par les job coachs. On aurait la même logique dans le logement, dans l'habitat, avec dans vos collègues du secteur social qui sont amenés à être sur la politique du logement d'abord. Il s'agit bien de placer dans un logement et de voir les accompagnements nécessaires, les nétayages. Et plus forcément cette logique en escalier où j'atteins un niveau de compétence, d'autres apprentissages avant d'accéder au logement en tant que tel. Ce détour sur la réforme et la transformation des ESAT qui met en avant aussi le droit et les pouvoirs d'agir, c'est dans l'axe 2 de ce plan, et cette logique de parcours aussi qui est à l'œuvre. Donc avec en point de référence aussi ce modèle là de working first, avec de partir véritablement des motivations de la personne, de s'appuyer sur les principes du rétablissement. Donc on aura aussi une illustration avec les collègues de Ovia là, qui mobilisent ces références-là et notamment l'entretien motivationnel. Avec l'enjeu dans cette approche de viser l'emploi direct. On pourrait faire le parallèle avec, je disais, la question de l'habitat. Choisir son chez-soi, c'est bien cette faculté d'avoir la possibilité d'être immergé dans la vie sociale, quel que soit le lieu. On choisit son lieu, mais de favoriser finalement l'inscription dans la cité. Dans 10 ans, on sera encore ailleurs. Mais c'est ces représentations qui amènent les organisations à évoluer, qui amènent à faire bouger les lignes. Et ce qu'on a derrière une organisation, c'est à la fois des structures,
des établissements, des services, mais c'est aussi des métiers et c'est des pratiques professionnelles. Donc l'enjeu, c'est de dire, avec tous ces ingrédients qui composent aujourd'hui les représentations sociales, ce socle un peu de points de repère, quels sont les impacts sur les organisations en tant que telles. Ce qui a amené un certain nombre de structures à s'organiser, et puis là c'est le cas aussi au niveau des Genêts d'Or, de penser une structuration pour répondre à ces enjeux de réponse modulaire, de mobilisation des ressources du territoire, à s'organiser en plateforme de services ou dans le secteur enfant en dispositif d'accompagnement médico-éducatif. On est bien sur une entrée par les besoins, par les attentes de la personne, qu'on va traduire en termes de citoyenneté et de droit. En quoi il y a un écart ou non-réalisation de la participation sociale, de ses rôles sociaux et de ses habitudes de vie. De s'inscrire dans une logique parcours et non pas dans une logique de place. Donc on est bien dans le schéma de tout à l'heure, les attentes qui permettent, après évaluation, de nommer et de repérer des besoins, qui elles-mêmes, ces besoins, vont pouvoir permettre d'identifier quelles sont les prestations, les types d'intervention et, plus finement, le niveau d'intervention. Est-ce qu'on est dans un niveau d'apprentissage? Est-ce qu'on est dans un niveau de stimulation pour savoir qui va mettre en œuvre cette prestation? C'est bien tout cet enjeu d'une évaluation fine pour savoir le niveau d'intervention et quel va être l'acteur qui va être mobilisé. Est-ce que c'est le SAVS ou est-ce qu'on passe le relais à un service d'aide à domicile? Sur la question de l'emploi, la même question, on pourra avoir ce même logique de réflexion. Est-ce que c'est le SAVS? Est-ce que ce sont des dispositifs spécifiques de réentraînement à l'emploi, que ce soit les prestations d'appui spécifiques, les PASS, que ce soit les ESPO? Quelles sont les structures qu'on va mobiliser pour accompagner le projet professionnel? De la même façon, dans ces briques aussi nécessaires à cette logique de fonctionnement en plateforme, c'est aussi de pouvoir agir et favoriser l'inscription dans le droit commun. C'est toujours ces éléments-là, avec pour cela comme condition cet ancrage territorial. Ça suppose une bonne connaissance des ressources, des acteurs du territoire, connaître leur champ d'intervention, leurs limites d'intervention, leurs contraintes, et de voir aussi comment vous pouvez les étayer. Ça amène cette notion de fonction appui-ressources. On revient sur cette évolution des pratiques qui n'est pas uniquement centrée sur la personne, mais des pratiques professionnelles auprès d'autres professionnels. C'est également, en termes d'intervention aussi, de pouvoir moduler les réponses. Et c'est bien cette notion de file active et non plus de place là, qui est à l'œuvre. Derrière, la condition aussi de ces réponses modulaires pour ne pas créer trop de fragmentation et garder la cohérence des interventions pour la personne, c'est cette notion de coordination qui aujourd'hui se développe, avec notamment la traduction d'un poste de coordinateur de parcours que l'on voit émerger aussi dans différents endroits, qui vient être cet interlocuteur qui va pouvoir être à l'écoute des attentes de la personne en aménagement des espaces plus accessibles. Donc c'est cet enjeu de fonction ressources, c'est à la fois des animations de réseau, c'est à la fois de participer à des évaluations du fait de vos compétences, votre expertise, d'être à un moment donné mobilisé dans une situation pour réaliser une évaluation et guider le partenaire dans les interventions à mettre en œuvre, et également d'élaborer des projets adaptés à des situations qui peuvent être complexes. Cet enjeu d'appui ressources, c'est un des éléments aussi de la réforme de la tarification qui est en cours. En tout cas, de pouvoir valoriser ce temps qui aujourd'hui n'était pas forcément pris en compte, de pouvoir le prendre en compte comme un élément essentiel comme levier vers la société inclusive. Puisqu'on voit bien que c'est cet enjeu de pouvoir partager, transférer des expertises que vous avez auprès des acteurs du droit commun pour qu'eux-mêmes puissent demain répondre directement à ces personnes. On évoquait aussi là, la notion de coordination qui est à l'œuvre. Le mot de coordination, on le voit décliné dans des différentes façons. Vous voyez, la notion de coordination était déjà dans le décret de 2005. Cette question de coordination, elle prend différentes formes. Et vous avez tous dans vos métiers des temps de coordination, ce qu'on va appeler la coordination usuelle, le fait d'échanger déjà entre vous autour d'une situation.
c'est aussi de la transmission d'informations, c'est de la coordination. Quand vous échangez avec un partenaire, le service mandataire qui intervient, ou le service d'aide à domicile, ou encore le responsable de la structure d'habitat inclusif, ou les bailleurs sociaux, vous êtes là aussi dans la coordination usuelle, c'est-à-dire courante, qui permet cet ajustement des uns et des autres autour de la personne. On a un autre niveau de coordination qui est aussi nommé et reconnu en tant que tel, la coordination renforcée pour la cohérence de parcours. Là, ce sont les situations complexes. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez pu être mobilisés dans le cadre de PAG, de plan d'accompagnement global, mobilisé par la MDPH dans des situations complexes. Je ne sais pas si c'est le cas pour certains de vos SAVS, si je vois où là, dans la situation complexe, donc il y a plusieurs acteurs partenaires qui sont mobilisés pour apporter une partie des prestations pour la personne lorsque l'orientation cible ne se met pas en place, et est nommé un coordinateur de projet en relais finalement de la MDPH. Et là, on va être sur du temps, une mobilisation, une compétence aussi, qui s'ajoute à vos missions, de faire ce rôle, de rassembler et d'assembler les différents partenaires autour de cette situation complexe en rupture, pour pouvoir s'assurer du maintien des interventions des uns et des autres et des ajustements. Et puis, donc, cette notion de coordination de parcours là, qui émerge et qui aujourd'hui, dans le secteur médico-social, dès lors qu'il y a des organisations en pôle, en dispositif ou plateforme, est apparu aussi cet enjeu de coordination de parcours. On va le voir avec une illustration avec le pôle domicile de l'APF France Handicap des Côtes d'Armor. Il y a une configuration, mais qui est propre à leur structure. Chaque organisation est amené à penser cette coordination de parcours. Vous avez aussi des coordinations de parcours portées par des dispositifs de coordination. Vous êtes peut-être amené à travailler avec les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. Pour certains, c'est peut-être des partenaires, peut-être moins, mais ces dispositifs d'appui à la coordination que vous pouvez interpeller, c'est des situations complexes où il y a problématique de soins et problématiques sociales, ont des coordinateurs de parcours. Mais on n'est pas sur les mêmes missions que les coordinateurs de parcours au sein de dispositifs, plateformes médico-sociales. Donc derrière ce terme, il y a un certain nombre aussi de déclinaisons de pratiques en fonction du lieu où j'exerce et de mes missions. Donc là aussi, cette coordination de parcours, elle s'invente, elle se définit en fonction du lieu où j'exerce et de l'organisation et des missions qui me sont confiées. Dans le cas d'un dispositif médico-social, je pense aux travaux de M. Louba qui avait déjà depuis quelques années travaillé sur cet enjeu de coordination de parcours, a pu identifier ce rôle de lien finalement entre la personne elle-même et ses proches, le rôle avec les instances d'ouverture de droit, que ce soit la MDPH ou d'autres instances, et également ce rôle d'ouverture des portes et de coordination avec les services du droit commun. Que ce soit les mandataires judiciaires, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'habitat. Et puis aussi, bien évidemment, le lien avec les services internes, les ressources de cette organisation souple et agile, que serait une plateforme, que serait un dispositif médico-social. Donc de pouvoir mobiliser aussi les ressources internes comme externes autour de la personne. Quelle perspective demain pour vos services, puisque vous êtes pour certains dans la réécriture des projets de services, de questionner les missions qui étaient nommées dans le décret de 2005 au regard de ce qu'on a pu partager, en quoi ça vient bouger les lignes sur les pratiques professionnelles, sur les métiers, et y compris sur l'organisation, notamment l'organisation en configuration plateforme d'inclusion sociale et professionnelle. Je voulais m'appuyer et faire référence au rapport de Denis Piveteau de début d'année, que je vous invite, si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, de le lire ou de suivre tout simplement une conférence en ligne sur son rapport qui met en avant aussi le pouvoir d'agir des professionnels. On a parlé de l'autodétermination et du pouvoir d'agir des personnes, et ce rapport est très intéressant aussi pour guider vos travaux et la reconnaissance aussi de vos métiers sur cet enjeu aussi, sur la part d'initiative que vous pouvez avoir.